Est-ce que Donjons et Dragons, le jeu de rôle le plus célèbre de tous les temps, est sur son déclin? Plusieurs personnes semblent dire que le jeu perd un peu de vitesse depuis quelques scandales qui ont éclaboussé la marque il y a quelques années. Et dans la dernière année, il y a eu plusieurs jeux qui sont apparus qui sont des compétiteurs directs avec Donjons Dragons. Des jeux médiévals fantastiques, de power fantasy, où on joue des guerriers, des magiciens, des prêtres, qui vont vivre des aventures et tuer des monstres. Alors aujourd'hui, je jette un œil sur tous ces compétiteurs de D&D. C'est le top 10 des D&D Killers! Est-ce que réellement un de ces jeux-là pourrait prendre la place de Donjons Dragons comme le jeu de rôle le plus connu au monde? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. Et juste un petit mot avant de commencer, là. L'an dernier, j'ai fait un top des 10 jeux qui pouvaient remplacer Donjons Dragons. Alors je ne reparlerai pas de ces jeux qui sont des alternatives bien connues. Je vais m'attarder à ceux qui sont vraiment parus dans la dernière année suite au scandale de l'OGL. Et vous ferez votre propre décision. Vous pouvez aussi aller voir mon autre vidéo, il y a plein de bons jeux là-dedans! En 10e place, c'est l'un des premiers jeux qui avait été annoncé après le scandale de l'OGL de 2022. C'est le projet de Kobold Press qui s'appelle Tales of the Valiant. Kobold Press, c'est une petite maison d'édition qui publie des suppléments compatibles avec la 5e édition depuis très longtemps. Ils ont été un des tout premiers à annoncer suite au scandale de l'OGL qu'ils étaient pour créer leur jeu de rôle, inspiré de Donjons Dragons, mais libéré des contraintes légales de Wizard of the Coast. Tales of the Valiant, il faut le dire, ça ressemble beaucoup à Donjons Dragons. Vraiment dans un système D20 avec des classes de personnages qui sont un peu plus puissantes. Le barbare, entre autres, a été un peu rééquilibré. Fait qu'on sent qu'il y a une réflexion quand même de game design autour du jeu. Mais c'est vraiment, je veux le dire de façon gentille, mais un clone de la 5e édition de D&D. Je pense que Tales of the Valiant peut être une super bonne option si vous cherchez à continuer de jouer à Donjons Dragons, vous voulez des nouveaux monstres, des nouvelles habiletés, des nouveaux objets magiques, mais vous ne voulez pas donner d'argent à Wizard of the Coast parce que la compagnie ne résonne pas avec vos valeurs. Leurs suppléments sont vraiment chouettes aussi, je dois dire que leur livre des monstres est vraiment cool, mais le kit de démarrage vient entre autres avec 4 miniatures pour les héros de l'histoire. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment cool, tu sais, c'est vraiment une belle petite touch, puis il y a eu beaucoup de commentaires très positifs. Fait que si ça vous intéresse, peut-être aller voir de ce côté-là. En 9e place. Ça, c'est un jeu qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti. Plusieurs personnes ont tout de suite hurlé « c'est fini pour D&D ». Un jeu venait de battre tous les records de jeux de rôle sur Kickstarter, c'est le jeu de rôle de Cosmere. Alors le Cosmere, c'est l'univers des romans de Brandon Sanderson, qui est un auteur de fantasy et de science-fiction extrêmement connu. Puis il faut le dire, il y a une base de fans vraiment impressionnante qui sont prêts à le suivre dans toutes ses aventures. Alors quand Brotherwise Games a annoncé qu'il faisait un jeu de rôle dans cet univers-là, pas besoin de vous dire que ça a été un succès phénoménal et ils ont récolté des millions sur Kickstarter, le plus gros sociofinancement pour un jeu de rôle qui a jamais existé. Fait que l'univers du Cosmere nous amène dans cet univers-là avec un système D20 qui est... Écoute, on n'est pas exactement sur du D&D, il y a quand même des grosses innovations mécaniques. Par exemple, vous ne choisissez pas une classe, vous allez choisir une voix de personnage. Allez-vous être un sage, un soldat, un éclaireur? Et ça va créer graduellement votre personnage quand vous allez faire des choix dans votre arbre de compétences. Une certaine complexité quand même mécanique. Il y a beaucoup de choix pour customiser son personnage, ce qui fait qu'on n'est pas dans un jeu qui se veut absolument accessible. Il y a quand même de la petite règle à lire. Entre autres, dans les combats, là, attendez-vous pas à un jeu de rôle qui copie les règles de combat de D&D. Aussi, tout le livre est vraiment infusé de l'univers de Sanderson. On n'y échappe pas. C'est pas de la fantasy classique passe-partout. Vous devez connaître un petit peu cet univers-là qui, à mon avis, est un peu hermétique. Si vous connaissez pas Sanderson et que vous connaissez pas les jeux de rôle, c'est 2 très grosses barrières que vous avez à surmonter pour pouvoir vous adonner aux jeux de rôle de Cosmere.
La bonne nouvelle pour ceux que ça intéresse, c'est qu'il va y avoir une version française très bientôt disponible qui va être localisée par Don't Panic Games. Fait que pour ceux qui veulent jouer au Cosmere en français, ça va exister. En 8e place des tueurs de Donjon Dragon, on a Donjon Dragon. Ouais, je sais. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que je pense que c'est une opportunité pour vous, si vous vous intéressez à Donjon Dragon, de peut-être vous tourner vers des éditions plus anciennes. J'ai vu qu'il y a énormément de livres de la 5e édition 2014 qui sont dans le marché de l'usager. Pour quelques joueurs qui étaient passés à la version 2024, ils se sont débarrassés de leurs vieux livres qui sont vraiment sharp. Je le sais qu'en français, on a cette pénurie, là, tout ce qui a été traduit en français pour Donjon Dragon est devenu rare comme de la marde de Tyranneuil. Pour ce qui est des livres officiels en anglais, on en trouve des tonnes et des tonnes. Je suis d'accord que les livres de 2024, les plus récents, sont mieux présentés, expliquent un peu mieux le jeu, il y a des super belles illustrations dedans, mais je pense pas qu'il y a suffisamment pour justifier mécaniquement qu'on paye 30-40$ de plus pour ces livres neufs, là. Fait que si vous trouvez les livres de Donjon Dragon 2014 dans l'usager, pitchez-vous, achetez-les. Aussi, je veux le préciser, il y a un regain d'intérêt envers les éditions plus anciennes, que ce soit Donjon Dragon 3e édition, Advanced D&D, puis même la 4e édition. Fait que oui, à mon avis, c'est très possible que dans les prochaines années, on voit de plus en plus de gens se tourner vers les anciennes éditions et la version 2014, plutôt que de s'entêter à acheter les nouveaux produits neufs, qui sont un petit peu décevants récemment quand même. En 7e place des D&D Killers, on a le D&D Killer asiatique. Très peu connu sur les marchés européens, mais qui est un méga succès là-bas au Japon, Sword World. Sword World, c'est une version un peu pirate de Donjon Dragon. C'est leur équivalent local de ce qu'a été par exemple Dragonbane en Suède. C'est un jeu qui porte la teinte des jeux de rôle à la japonaise. Donc on va reconnaître quand même nos classiques parce qu'on va jouer encore un roublard, un magicien, un guerrier. On est dans des versions très rétro de D&D, où l'expérience, le gain d'expérience pour monter de niveau prend encore beaucoup de place dans le jeu. C'est un jeu qui est quand même assez crunchy, parce que comme on tourne beaucoup autour de la multiclasse, vous avez votre classe majeure, qui va vous donner vos principales habiletés, mais vous pouvez vous multiclasser ensuite dans des classes mineures spécialisées pour devenir artificier, magicien de l'épée, ou toutes sortes de classes un petit peu funky qui donnent une saveur qui nous fait penser bien sûr à Final Fantasy. Le jeu pour l'instant est disponible en anglais par des fans en ligne, mais il y a beaucoup de rumeurs qui disent qu'en 2026, il y aurait un sociofinancement pour amener Sword World ici en Occident, puis faire découvrir cette alternative qui est vraiment... Il y a comme une espèce de ton dans la présentation qui est à la fois old school, à la fois cette saveur-là Final Fantasy qui est tellement nostalgique pour moi, qui sonne synthétiseur de Nintendo dans ma tête. L'autre point qui est intéressant ici, c'est qu'il n'y a pas de D20 du tout dans Sword World, c'est que des D6. On lance 2 D6 pour faire un jet, un test, et ensuite les dégâts se font aussi avec des D6. Fait que t'as juste besoin d'avoir un Yadi puis tu peux jouer. Fait que c'est très intriguant. Moi j'en ai entendu parler puis ça m'a donné le goût de m'intéresser un peu à cet univers. En 6e place, c'est un jeu qui, à mon avis, proposait les idées mécaniques les plus novatrices pour faire avancer Donjon Dragon. C'est DC20. C'est Dungeon Coach qui a mis sur le marché sa version maison de Donjon Dragon. Donc à la base, il trouvait qu'il y avait beaucoup trop de caractéristiques. Il trouvait aussi que ça faisait pas de sens que tu puisses pas, si t'es un guerrier, faire un guerrier basé sur l'intelligence ou le charisme. Fait qu'il a créé un Donjon Dragon qui se défait de toutes ces barrières inutiles. Fait que si ta grosse stat, c'est le charisme, tu peux tout à fait décider que c'est cette stat-là que tu utilises pour faire tes jets d'attaque si t'es un guerrier. L'autre truc qui est vraiment fascinant aussi avec DC20, c'est qu'on a 4 actions par tour. Donc il y a une économie d'action qui est vraiment spéciale. Puis ces actions-là, tu peux les dépenser pour te donner avantage, double avantage ou triple avantage. Fait que tu pourrais décider de dépenser toutes tes actions du tour pour lancer 3d20 puis choisir le meilleur. C'est insane. Fait qu'il y a tellement de combos potentiels, une belle profondeur. J'en ai fait une petite vidéo quand j'ai lu le résultat bêta l'an dernier. Mais comme vous voyez, on parlait déjà de bêta l'an dernier.
C'est sûr que là, c'est pas une grosse maison d'édition qui est derrière, c'est vraiment le travail d'une seule personne et d'une toute petite équipe de passionnés. C'est pour ça là, que j'ai un petit doute qui plane sur mon esprit. Est-ce que DC20 va vraiment voir le jour, un de ces quatre? En ce moment, il y a une version bêta 0.95. Mais cette version bêta-là, elle existe sur le site internet de DC20. Vous pouvez l'acheter pour 50$. Ils ont un gros défi devant eux. Ils doivent créer 20 niveaux de personnages pour les 12 classes du jeu. Peut-être d'autres, étant donné qu'ils ont aussi créé des suppléments pour faire des psioniques et autres. Fait que j'ai l'impression que c'est un énorme défi qui est vraiment loin d'être abouti pour l'instant. Fait que j'ai hâte de voir où ça va mener, parce qu'il y a des très bonnes idées là-dedans. Ça peut être un super bon jeu, mais je pense pas qu'il va jamais prendre la place de D&D. En 5e place, on a un jeu magnifique qui a gagné des prix cet été au Wennies. C'est Land of Eam. C'est un jeu de rôle fantastique, simple, qui se veut un mélange de Donjons Dragons et des mopettes. Donc on est dans un univers adorable, d'exploration d'un univers fantastique, un bac à sable, l'univers de Mockland. Et vous allez devoir créer votre personnage pour explorer, vivre des aventures. Donc vous pouvez être un humain, une petite gelée, un petit gobelin. C'est très mignon. Le jeu aussi est hyper simple. Il y a des mécaniques ultra épurées. Donc tu lances le D12 en ajoutant tes bonus. Et le résultat va te donner un succès sur une échelle de succès. Donc on peut avoir un succès complet, un succès partiel, un échec partiel ou un échec complet. Ça va nous rappeler des jeux comme Powered by the Apocalypse, mais basé uniquement sur un petit D12. On le sent que dans le cœur de Land of Eam, on dit jouer à ça avec vos enfants. Jouer à ça avec des gens qui n'ont jamais joué. Partagez la bonne nouvelle. Le jeu de rôle, ça peut être drôle aussi, ça peut être simple, ça peut être léger. Il a gagné le prix du meilleur produit familial au Ennies cet été. Fait qu'il a été aussi reconnu par l'industrie comme un magnifique produit pour jouer en famille. Les livres sont assez dispendieux quand même. Ils sont en anglais pour l'instant, malheureusement. Et si vous achetez la collection complète qui contient à la fois les monstres, le guide du maître, les aventures, le petit bac à sable et tout, ben c'est 150$ US pour le produit de luxe complet. Fait que oui, accessible peut-être au niveau des règles, au niveau du prix, je sais pas. En 4e place, on a un jeu qui est sorti récemment. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit en me disant « Hey, ça remplace-tu Donjon Dragon pour toi? » On parle de Legends in the Mist. Fait que c'est un jeu qui se veut aussi un peu plus narratif, un peu plus paisible. C'est un jeu de rôle médiéval rustique. Fait qu'on incarnera peut-être pas les grands héros niveau 20 avec des épées vorpales puis des sortilèges qui font pleuvoir des météorites sur le monde. On est peut-être un cueilleur de pommes, on est une herboriste, une tenancière de boutique. On est un jeune apprenti qui cherche à devenir garde de la ville un jour. Et moi, c'est ce que j'aime de la prémisse de ces personnages-là. C'est un jeu qui va beaucoup mettre en valeur vos personnages. Puis pas juste leurs habiletés mécaniques froides. Tu sais, on s'en fout que tu as plus 7 de perception dans Legends of the Mist. Ce que tu as comme compétence, c'est peut-être le meilleur chasseur du village. Peut-être que tu as déjà survécu à un poison mortel. Et ça, ces petites phrases-là, c'est tes bonus. Pour chaque phrase ou trait de personnage qui s'applique à un test, tu vas rajouter un +1 à ton lancer de dés. Alors comme dans Powered by the Apocalypse, on lance 2d6 et on a aussi des succès mitigés qui vont nous faire gagner des états qui sont aussi des traits qui s'ajoutent à notre personnage. On peut être essoufflé, déprimé, terrorisé, et ça va affecter négativement nos lancers. Fait que pas de point de vie, juste des états. Un personnage qui évolue, qui change au fil des niveaux. Parce que tu ne gagnes pas de niveau de personnage, tu vas juste changer tes traits de caractère, tu vas évoluer avec ton voyage qui va te faire voir le monde d'une nouvelle façon, tu sais. J'hésite parce que j'aime beaucoup Legends in the Mist, mais je ne sais pas s'il va vraiment remplacer D&D dans le cœur de tous les gamers qui aiment Donjon Dragon. Je pense que pour certains gamers qui s'attardent un petit peu plus à l'histoire de leur personnage, à leur backstory, aux scénarios sociaux, d'enquête, de mystère, d'exploration, Legends in the Mist va peut-être vous enlever un poids mécanique. Les combats sont plus simples, tout est plus facile à expliquer, tout fait plus de sens dans une histoire cohérente. Je vous invite à aller le voir, mais non, je pense pas que ça va être le D&D Killer.
En troisième place, un poids lourd ici, là. Un jeu qui, tout au contraire de DC-20, c'était sûr à 100% qu'il était pour sortir à la date prévue, précise. C'est le jeu de rôle de MCDM, Draw Steel. Draw Steel, c'est un jeu unique qui ressemble à rien. Il n'y a rien qui ressemble à fucking Draw Steel. C'est tellement... Tu sais, c'est audacieux de faire comme... Moi, ce jeu-là, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça qu'on va sortir. Ils ont vraiment laissé de côté tout ce qu'ils auraient pu faire de Draw Steel un jeu populaire, et ils se sont concentrés vraiment sur qu'est-ce qui ferait de Draw Steel un bon jeu. Mais si vous cherchez une expérience tactique, une expérience de customisation de votre personnage pour vraiment raconter une histoire épique, unique à vous, et après ça de voir cette miniature-là sur le champ de bataille, attraper des gobelins par la tête et les lancer dans des piliers, de les voir éclater, de voir de la magie qui permet de faire des vagues, de déplacer le champ de bataille, c'est vraiment le rêve des power gamers tactiques. Moi, j'ai fait quelques petits one-shots de Draw Steel et j'ai vraiment aimé l'expérience. Autant tu sens le barbare qui peut faire du grapple, qui a une différence majeure sur son style de combat. Il ramasse les ennemis, il les traîne à terre, il leur fait du dégât en les shakant dans le mur. Autant le tacticien, qui est une des classes dans Draw Steel, qui peut faire une riposte, un repositionnement, tu le vois glisser comme une anguille sur le champ de bataille, passer entre les adversaires, reculer quand c'est pas son tour. C'est du génie, j'ai vraiment beaucoup aimé Draw Steel. Après, c'est sûr, c'est un gros morceau. Je veux dire, c'est pas un jeu qui est si complexe que ça. On s'empêtre pas dans des sous-systèmes puis des sous-sous-systèmes, comme dans Pathfinder, par exemple. Il y a beaucoup de gens qui l'ont comparé à la 4e édition de Donjons Dragons, puis je pense que c'est un peu de mauvaise foi, parce que même s'il y a quelques idées de la 4e édition, je le comparerais davantage au jeu de plateau Gloomhaven. Et qui vous propose que ce qu'on va faire ce soir qui va être le fun, là, c'est un combat tactique vraiment riche, puis deep, puis long quand même. Oui, ça va prendre du temps, mais après le combat, on va avoir de nouvelles ressources à dépenser pour continuer le combat, activer des pouvoirs encore plus forts. Puis quand on va se reposer, on va perdre certaines de nos ressources. Je vais vous mettre dans la description ma petite vidéo qui fait le survol, parce que Draw Steel, c'est vraiment unique. Et encore une fois, je pense pas que la majorité des gens jouent à D&D pour cet amour du combat tactique de miniature. Et en ce moment, ce qu'on voit, c'est que Draw Steel a quand même rassemblé une belle petite communauté autour du jeu, mais c'est pas devenu un énorme jeu à succès comme on pouvait s'y attendre. Fait que Draw Steel n'a pas tué Donjons Dragons. En deuxième position, on a un jeu qui s'est quand même rapproché de devenir l'alternative à D&D cette année. Tout le monde en a parlé. C'est Dagger Art, le jeu de rôle de Darrington Press, qui est un jeu de rôle qui se veut story first, donc l'histoire d'abord. Ça a été créé par la maison d'édition de Critical Role, donc la plus grosse chaîne YouTube de parties de Donjons Dragons. Fait que ça fait des années qu'ils jouent à Donjons Dragons avec des acteurs américains. Et ce jeu-là, ça se voulait une réflexion un peu de leur style de jeu. Fait que les personnages sont riches en histoire, mais en possibilités tactiques aussi. C'est un jeu qui est quand même complexe. Il y a beaucoup de nouvelles idées mécaniques qui sont quand même assez riches. Mais pour y avoir joué beaucoup récemment, c'est quand même facile de le montrer à des nouveaux joueurs parce que les cartes, les pouvoirs nous permettent de juste donner 3 cartes à un nouveau joueur, lui dire choisis un des 3 pouvoirs là-dedans et il peut jouer. Les combats, il n'y a pas d'initiative. Donc, on est en train de raconter l'histoire du combat et dès que quelqu'un a une idée, il fait une action. On lance 2 dés à 12 faces. Un dé d'espoir, puis on a un dé de terreur. Et si notre test réussit avec un plus gros résultat sur le dé de terreur, là, on donne des ressources à notre maître de jeu pour nous mener la vie dure. J'ai aimé ça, mais c'est vrai quand même que Dagger Art, c'est pas une expérience qui est aussi snappy qu'on voudrait. Il y a quand même quelques petites règles contre-intuitives, entre autres l'armure, qui font que les combats peuvent prendre un certain temps. À part ça, je trouve que le jeu est très riche, très intéressant, pose des bonnes questions justement aux joueurs pour les inciter à prendre part à la création de l'univers. J'ai beaucoup aimé Dagger Art, mais la raison principale pourquoi est-ce que Dagger Art ne sera jamais un vrai D&D killer, c'est que même Critical Role, pour leur toute dernière campagne de jeu de rôle sur leur chaîne,
ils ont choisi de se tourner vers Donjon Dragon 5e édition plutôt que Daggerheart. Ils l'ont fait uniquement parce que le système est plus populaire, touche plus de gens, est plus connu, plus simple à comprendre aussi, j'ai l'impression. Pour toutes les raisons qui leur sont propres, ils ont choisi 5e édition plutôt que Daggerheart. Et mon jeu en première place, le jeu qui a le plus de chances d'être mon D&D Killer, celui vers lequel je risque de me tourner pour notre prochaine campagne, c'est Nimble RPG. Donc Nimble, c'est une version hyper épurée de Donjon Dragon qui est, malgré tout, profondément plus tactiquement intéressante. Vous avez 3 actions par tour que vous pouvez utiliser. On a des cartes pour se rappeler, parce qu'on peut les utiliser quand c'est pas notre tour. Donc quand on reçoit du dégât, on peut les utiliser pour bloquer avec notre armure, ou on peut utiliser une action pour s'interposer et bloquer le dégât que recevrait un de nos amis. Mais on ne roule pas de dés pour découvrir si on touche notre cible. On roule automatiquement le dé de dégâts. Et si on obtient le plus gros résultat sur notre dé, le dé explose. On peut le relancer. Et si on obtient un 1 sur le dé, seulement là, on a un échec. On ne touche pas notre cible. On peut choisir notre personnage un peu à la carte aussi. Donc quand on gagne des niveaux, on peut choisir des habiletés. On n'a pas un chemin tout tracé d'avance comme dans Donjon Dragon. Ce qui est vraiment chouette aussi, c'est que les combats vont être 100% compatibles avec tout ce qui est publié pour Donjon Dragon 5e édition actuellement. Et moi, c'est ça qui m'a convaincu que Nimble était mon D&D Killer. C'est que j'aurais pas besoin de prendre des heures pour adapter les aventures classiques de Donjon Dragon que je veux faire jouer à mes amis. Puis vous l'aurez compris ici, hein? La morale de cette histoire, c'est qu'il n'y a pas un D&D Killer. L'important, c'est de trouver quel est votre D&D Killer, même si c'est D&D. Et voilà, c'est ce qui conclut mon top 10 des D&D Killers. Bien sûr, j'ai encore beaucoup d'attachement à Donjon Dragon et je vais continuer à m'intéresser au matériel publié. Mais après avoir joué un an avec D&D 2024, je sens que j'ai besoin de passer à d'autres systèmes pour ma campagne maison. N'hésitez pas à laisser en commentaire quels sont vos D&D Killers et on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo.